Cette découverte ne devrait pas exister. Gary Drayton vient de mettre au jour un puits caché sur Oak Island. Et si ce qu'il contient s'avère réel, sa valeur pourrait atteindre 160 millions de dollars. Mais ce chiffre n'est que le choc de la surface. La vérité la plus troublante est la suivante. Le puits n'a pas été construit au hasard. Il ne s'agit pas d'une erreur, ni de l'érosion, ni du sous-produit d'une fouille oubliée. Il a été construit délibérément conçu avec précision dans un seul but, empêcher quiconque d'atteindre ce qui a été placé en dessous. Chaque tunnel inondé, chaque passage effondré, chaque excavation infructueuse au cours des siècles ne sont peut-être pas des échecs, mais des éléments d'un système plus vaste, un piège soigneusement planifié pour confondre, épuiser et repousser. Dans ce récit, nous expliquons comment ce puits a été si bien dissimulé, pourquoi il a échappé à la découverte pendant si longtemps et ce qui pourrait se produire si l'équipe osait aller un peu plus loin. Restez avec nous jusqu'à la fin, car le dernier indice suggère quelque chose de bien plus troublant qu'un trésor enfoui. Il suggère une intention. Le trésor n'était pas simplement caché, il était enfermé. Et une fois que vous comprenez pourquoi, il est impossible de ne pas le voir. L'air nocturne est assez vif pour mordre, mais Gary ressent à peine le froid. Il est de retour sur Oak Island bien après minuit, ses bottes crissant doucement sur le sol humide, se déplaçant avec l'urgence d'un homme suivant un signal qu'il est le seul à percevoir. La nuit précédente, il a aperçu quelque chose, une brève lueur métallique dans l'obscurité, quelque chose qui ne lui appartenait pas. Cela s'est logé dans son esprit et a refusé de le laisser partir. Gary a poursuivi des trésors sur plusieurs continents, mais Oak Island a toujours été différente. Cette île joue avec ceux qui cherchent des réponses. Elle révèle juste ce qu'il faut pour déclencher l'obsession, puis dissimule tout à nouveau, mais Gary n'est pas quelqu'un qui accepte d'être vaincu par la saleté et les ombres. Alors qu'il s'avance dans une tranche de clair de lune, le sol lui répond. Un bruit sec et métallique retentit sous sa botte nette et sans équivoque. Gary se fige instantanément. Ce bruit n'est pas normal, ce n'est pas de la pierre, ce n'est pas de la ferraille. C'est délibéré, un objet enterré qui s'annonce lui-même. Il n'y a rien dans les études, rien sur les cartes historiques, rien dans les décennies d'exploration enregistrées qui explique cela. Gary s'accroupit et commence à balayer le sol avec des mouvements lents et précis, affinés par des années d'expérience. Presque immédiatement, il le sent. L'atmosphère change. Les arbres semblent se rapprocher. L'air devient épais et tendu, comme si l'île elle-même s'était immobilisée en train d'observer. Il allume son détecteur CTX s'attendant à une réponse modeste. Au lieu de cela, la machine entre en éruption. Les relevés sont si violents que l'écran s'efface presque. Gary n'a vu de tels chiffres que dans des endroits où des trésors médiévaux ont été intentionnellement dissimulés, des sites riches en or et en métaux sacrés destinés à ne jamais être trouvés par hasard. La prise de conscience le frappe avec une clarté glaçante. Ce qui se trouve sous ses pieds n'a pas été laissé derrière. Il a été placé, caché, conçu. Celui qui l'a construit voulait qu'il reste intact. Avec précaution, Gary commence à gratter la terre. En quelques minutes, la terre laisse place à quelque chose d'impossible, un léger joint parfaitement droit qui traverse le sol. Il tape dessus. Le son résonne creux, trop creux. Il attrape un levier, le glisse sous le bord et le soulève. Ce qui se dégage n'est pas un sol meuble, mais un panneau renforcé de bois et de terre compactée, quelque chose qui n'a rien à faire ici. Au-dessous, l'obscurité bâille. Un vide vertical descend tout droit, étroit, profond et indubitablement construit par l'homme. Gary se penche vers l'avant éclairant le puits de sa lumière et il a le souffle coupé. Des poutres tapissent les murs parfaitement conservés, ajustées si étroitement qu'elles ressemblent à un puzzle emboîté. Il n'y a pas de pourriture, pas de décomposition. Le bois semble traité selon une méthode perdue depuis longtemps, préservée au-delà de la raison. Il tend la main, trace le grain avec ses doigts, puis s'arrête net. Des symboles sont gravés dans le bois. Pas des égratignures, pas des marques d'outils. Des gravures intentionnelles, des croix, des angles, des motifs précis. Gary a déjà vu ces symboles gravés sur des reliques espagnoles passées en contrebande à travers l'Atlantique au XIVe siècle. Des symboles templiers. Des symboles qui ne devraient pas exister ici, pas sur ce continent, pas sous Oak Island. Sa poitrine se serre tandis que sa lumière suit les sculptures vers le bas. Ce n'est pas un puits ordinaire. Son architecture reflète les voûtes gardées utilisées il y a des siècles, des conceptions perfectionnées par les ingénieurs templiers pour protéger leurs biens les plus précieux.
Des endroits conçus pour survivre aux invasions, au pillage et au temps lui-même. Ce n'était pas un site de fouille destiné à être récupéré, c'était une prison pour quelque chose de précieux. La réalisation échappe à Gary dans un murmure avant qu'il ne puisse s'en empêcher. Cet endroit n'a pas été construit pour découvrir des trésors, mais pour les garder cachés. Mais plus il l'étudie, plus les détails deviennent troublants. Un mince ruban d'air froid monte effleurant son visage. Ce flux d'air n'est pas accidentel, il est contrôlé. Ce qui signifie qu'un autre tunnel existe en dessous, alimentant ce puits à partir d'une direction qui défie la logique conventionnelle de l'excavation. Gary lève à nouveau sa lampe et quelque chose scintille faiblement le long des murs. Des veines de quartz taillées avec une précision étonnante traversant la pierre. Ces marques n'ont pas été faites par des machines ni par des outils coloniaux rudimentaires. Elles ont été façonnées à la main par des bâtisseurs qui se sont fiés au toucher à la vibration et à l'instinct plutôt qu'à des plans. Lentement, Gary s'abaisse encore plus agrippant les vieilles poutres, tandis que son faisceau balaie les coins de fer encastrés dans les articulations clés. Leurs formes sont incomparables. Des coins de creusement médiévaux identiques à ceux qu'il a autrefois étudiés derrière les vitres d'un musée. Chaque renfort angulaire suit une ancienne norme minière européenne, conçue pour rediriger les effondrements loin de ce qui se trouve en dessous. Ces techniques ont disparu au début du XVIe siècle, mais elles sont toujours là, impeccables et intactes. La vérité devient impossible à ignorer. Ce puits n'est pas le Money Pit. C'est quelque chose de bien plus ancien et de bien plus dangereux. Il fait partie d'un système de défense à plusieurs niveaux et à déclenchements multiples construit bien avant qu'Oak Island n'entre dans la légende. Un mécanisme d'alerte, un moyen de dissuasion. Au fur et à mesure que Gary descend le puits, se rétrécit se resserrant dans une gorge de pierre. Sa lumière capte quelque chose de si précis qu'il ne semble pas naturel. Un énorme bouchon de pierre scelle complètement le passage comme un bouchon de liège enfoncé dans une bouteille. Il n'y a pas d'érosion, pas de tassement, pas de faiblesse, malgré des siècles de pression au-dessus d'elle. Gary presse sa paume contre la surface glacée et il s'en rend compte instantanément. Des rainures en spirale parcourant la pierre, non pas des fissures, non pas des fractures de stress, mais des canaux délibérés. Elles s'emboîtent les unes dans les autres grâce à un système de verrouillage par pression identique à ceux que l'on trouve dans les cryptes des Templiers en Europe. Il s'agit d'un mécanisme destiné à protéger un objet inestimable et à s'assurer que seules les personnes prévues peuvent le franchir. Mais ce n'est pas la pierre qui arrête vraiment Gary. Alors qu'il brosse les sédiments compactés sous le bouchon, un léger éclat métallique apparaît. Une fine couche d'argile infusée d'argent recouvre le dessous luisant doucement comme du métal liquide gelé. Gary le reconnaît instantanément, il s'agit d'un matériau médiéval utilisé pour confondre les intrus pour masquer des mécanismes plus profonds pour protéger ce qui se trouve encore plus bas. Il l'a déjà rencontré sur d'anciens sites conçus pour tromper les premiers chasseurs de trésors, non pas avec des détecteurs modernes, qui n'existaient pas encore, mais avec des outils miniers rudimentaires et des méthodes de sondage primitives. Cette argile argentée déformait les signaux métalliques, convainquant les intrus que la chambre ne contenait rien de valable. Une tromperie calculée construite directement dans la terre. Gary glisse un doigt dans une fente étroite et sent des particules granuleuses s'accrocher à son gant. De l'or de la poussière microscopique incrustée profondément là où la pierre rencontre le mur. Celui qui a scellé cette chambre l'a fait après avoir manipulé un trésor. De minuscules fragments des mouchetures ont été piégés sous l'argile avant que le bouchon ne soit mis en place. Cette pierre n'a pas été installée en raison d'un danger ou d'un effondrement. Elle a été délibérément positionnée pour dissimuler quelque chose d'une valeur extraordinaire, quelque chose destiné à rester caché à jamais. Mais le puits a encore bien des choses à révéler. Alors que Gary examine à nouveau la chambre, une faible lueur attire son attention au-dessus de lui sur l'un des supports en bois. Il ajuste sa lumière et remarque quelque chose qu'il avait négligé lors de la descente. Une série de croix sculptées s'aligne parfaitement le long de la travée verticale. Il ne s'agit pas de symboles religieux ou d'une simple décoration, mais de coordonnées d'une carte stellaire d'un code de navigation templier. Gary a passé des mois à étudier dans des archives oubliées à Morca. Chaque croix représente un point céleste, et ensemble, elles forment une constellation que les Templiers utilisaient pour coder les directions. Il trace l'alignement avec sa main, comprenant maintenant que c'est loin d'être un hasard. Elle pointe vers la seconde voûte longtemps évoquée et rarement crue qui se trouverait sous le puits d'argent, une voûte plus protégée que la première conçue comme un ultime sanctuaire pour le trésor le plus précieux de tous.
Une croix attire son attention car elle est endommagée. Un petit coin de pierre s'est brisé près du bord. Gary approche la lumière et voit quelque chose qu'il ne s'attendait pas à trouver. Sous la surface écaillée se trouve une feuille d'or. Pas de la peinture, pas du plaquage, mais de l'or martelé, véritable délibérément appliqué comme un marqueur symbolique utilisé par l'élite des gardiens templiers. Leurs voûtes les plus sacrées étaient marquées d'or battu si fin qu'il restait invisible à moins que la pierre ne se fracture, ne révélant sa véritable identité qu'à ceux qui étaient assez profonds, assez persévérants et assez chanceux pour le découvrir. Plus loin sur le mur, les gravures commencent à changer de direction, formant un motif échelonné qui semble aléatoire, au début presque négligent, jusqu'à ce que Gary prenne du recul et les étudie ensemble. C'est à ce moment-là que le déclic s'est produit. C'est un cryptogramme, des chiffres déguisés en lignes angulaires. Il les lit instinctivement. 1347, l'année 1347, est liée aux survivants templiers fuyant les persécutions, s'échappant avec leurs reliques les plus précieuses, leurs réserves d'or et leurs documents critiques, les transportant à travers les océans vers n'importe quel pays disposé à les dissimuler. C'est à ce moment précis que Gary cesse de considérer le puits comme une bizarrerie structurelle ou une fosse abandonnée. Il s'agit d'une entrée de chambre forte templière, dissimulée, délibérément conçue, intentionnellement cachée, protégée par des systèmes qu'aucun mineur de l'ère coloniale n'aurait pu créer ou même comprendre. Il s'enfonce plus profondément ses yeux, suivant les couches du sol, les veines du bois, les débris qui se sont accumulés au fil des siècles. C'est alors que la prochaine vague de preuves le frappe de plein fouet de la poussière d'or incrustée directement dans les anciennes couches de boue et non pas des paillettes éparses laissées par la bâtée d'un prospecteur. Il s'agit de retombées originales, celles qui se déposent naturellement lorsque de grandes quantités d'or brut sont manipulées et déplacées. Alors qu'il brosse la terre d'autres morceaux, émergent de petits fragments martelés inégaux et rugueux, correspondant à la forme des lingots médiévaux coupés en sections pour faciliter le transport. Ce ne sont pas des pièces de monnaie, ni des ornements, ni des rebuts décoratifs. Ce sont les restes de lingots d'or destinés au stockage, à la dissimulation ou à la contrebande. C'est alors que quelque chose de solide et de métallique s'accroche à sa botte. Il se met à genoux, creuse avec précaution et retire un fragment de charnière rouillé, fortement corrodé mais indéniable. Une charnière provenant d'un coffre ou d'une caisse renforcée et non d'une boîte de pionnier rudimentaire bricolée pour survivre. Le design à croisillon est ibérique d'origine espagnole, un style de charnière utilisé pour renforcer les caisses transportant des marchandises de grande valeur sur les routes navales. Le bois qu'il fixait autrefois a pourri depuis longtemps, mais le métal demeure enfermé dans la terre comme une capsule temporelle scellée. À 1 mètre de profondeur, les doigts de Gary effleurent un objet au toucher différent, plus lisse, plus froid, immédiatement reconnaissable comme étant de l'argent. Un tesson de plaques gravé de légers motifs de volutes associés à l'aristocratie espagnole des 1300. Une preuve de l'existence d'un trésor multinational. Preuve du transport européen. Preuve que l'or des Templiers a voyagé côte à côte avec l'argent royal espagnol, emballés ensemble dans la même cargaison. Il s'arrête, regardant la collection croissante d'indices, la poussière d'or, les fragments de lingots, les charnières ibériques, les plaques d'argent espagnol, et la vérité plus large se fait enfin jour. Cette chambre forte n'a jamais appartenu à une seule culture ou nation. Il s'agit d'une horde multinationale provenant des réserves des Templiers, des collections royales espagnoles et probablement d'autres caches européennes, toutes dissimulées dans un endroit si éloigné que les bâtisseurs pensaient qu'elles resteraient cachées à jamais. Chaque détail indique une richesse dépassant l'imagination, avec une évaluation moderne dépassant facilement les 160 millions de dollars. Le cœur de Gary bat la chamade, mais il ne bouge pas. La preuve elle-même semble vivante, presque bourdonnante, comme si elle l'avertissait que le puits n'a pas fini de révéler ce qu'il est censé protéger. Un mouvement subtil sous ses bottes rompt sa concentration. L'air vibre légèrement, la poussière descend en rythme régulier. Ce n'est pas aléatoire, c'est programmé. Gary se penche, étudie les supports en bois et la pierre qui se trouve en dessous. De fines fractures s'étendent en diagonale sur les poutres faibles mais indéniables. Il connaît ce schéma. Il s'agit d'un piège structurel à retardement conçu pour faire s'effondrer les sections au-dessus d'un intrus conçu pour punir la sortie plutôt que de bloquer l'entrée.
Chaque instinct aiguisé par des années d'études des voûtes médiévales hurle au danger. Quelque chose dans le puits, lui a répondu un mécanisme vieux de plusieurs siècles, s'est réveillé entamant son lent et mortel compte à rebours. Gary resserre sa prise sur la corde pleinement conscient que la protection entourant ce trésor est tout aussi mortelle que la richesse elle-même. Un léger sifflement commence à s'élever des murs. Ce n'est pas le son de l'eau qui coule, mais celui de l'eau qui est redirigée délibérément déplacée à travers des canaux cachés. Gary comprend immédiatement ce que cela signifie. Des tunnels d'inondation cachés probablement liés à des réservoirs souterrains qui sont restés en sommeil pendant des siècles sont en train de s'activer à nouveau. C'est le même type de système de dérivation qui a saboté les premières fouilles de l'île d'Oak Island, inondant les puits et effaçant les preuves sans avertissement. Les Templiers ont conçu ces mécanismes avec un niveau de précision qui rivalise avec l'hydrologie moderne, s'appuyant sur la gravité, les soupapes de pression et les barrières d'argile soigneusement scellées pour acheminer l'eau selon un calendrier précis. Et ici, profondément sous l'île, le système est encore bien vivant. Un faux mouvement pourrait déclencher une violente vague dans le puits, faisant s'effondrer le sol, détruisant la chambre et enterrant tous les artefacts irrécupérables. Il ne s'agit pas d'un site de fouilles oublié, mais d'un système de défense médiéval vivant, respirant, attendant prêt pour une seule erreur. Gary ferme les yeux un court instant, contrôlant sa respiration. L'île exige le silence des mouvements délibérés et le respect. Il change de position et étudie le bouchon de pierre derrière lui. Une fine fissure s'est formée sur son bord gauche, preuve évidente que le bouchon fait partie d'un mécanisme de déclenchement. S'il tombait ou tournait ne serait-ce que légèrement, il activerait le système d'effondrement placé au-dessus. Il fait un pas de côté, se pressant fortement contre le mur renforcé de bois, et sa botte s'enfonce dans un creux peu profond dans le sol. Une plaque de pression. Il lève le pied instantanément. Ce niveau entier est un puzzle mortel, l'ultime garde-fou destiné à protéger la voûte intérieure de quiconque, est assez fou pour forcer le passage. La vibration s'estompe comme si l'île elle-même reconnaissait la retenue de Gary. L'eau cesse de se déplacer. La poussière se dépose. Ce qu'il a fait ou évité de faire a empêché le piège de s'enclencher complètement. Mais cela révèle aussi quelque chose de bien plus important. Celui qui a construit cet endroit a pleinement anticipé les intrus. Ils ont prévu des siècles d'explorateurs, de voleurs, d'envahisseurs, de monarques et de chercheurs de fortune. Et ils ont construit un système de défense conçu pour résister à chacun d'entre eux. Gary avance prudemment, dépassant le bouchon de pierre et suivant un étroit filon dans la roche qu'il a remarqué plus tôt. Ce qui semblait être une fracture naturelle est en fait un passage dissimulé. Un vide sanitaire à peine assez large pour qu'il puisse s'y faufiler s'ouvre sur une plus grande poche de pierre délibérément taillée. Sa lumière balaie la chambre et confirme instantanément qu'il ne s'agit pas d'un accident, d'une excavation aléatoire, mais d'une galerie souterraine, un avertissement symbolique placé juste avant la voûte finale. Le mur s'étend devant lui, couvert de fresques murales, sculptées et peintes il y a des siècles. Des chevaliers en robe et en armure marchent sur la pierre portant des reliquaires, des récipients ornés destinés à contenir des reliques sacrées. De lourds coffres en or courbent les figures sculptées sous leur poids. Les voûtes à rouleaux en forme de tubes cylindriques sont enveloppées dans des reliures protectrices. Ces images ne sont pas des scènes cérémonielles, mais des enregistrements de transport, un compte-rendu visuel de la fuite et de la survie des gardiens transportant leurs trésors les plus précieux vers l'exil. Un serpent s'enroule autour de la procession, son corps rendu par un pigment minéral sombre, s'enroulant de manière protectrice autour de l'or. Ce n'est pas un symbole de danger, mais de vigilance. Dans le symbolisme templier médiéval, le serpent représente le gardien qui dort, mais ne meurt jamais, un avertissement aux intrus que ce qui se trouve devant eux est surveillé non par des hommes, mais par un héritage conçu pour punir l'indigne. Gary s'approche balayant des siècles de poussière, avec le dos de son gant révélant un emblème de bouclier central incrusté dans la peinture murale. Le pigment restant s'écaille exposant de véritables feuilles d'or pressées directement dans la sculpture. Elles n'ont pas été ajoutées à des fins décoratives. C'était une proclamation, une déclaration d'une immense valeur, un message selon lequel ce qui se trouve au-delà de cette galerie n'est pas une richesse ordinaire. C'est un trésor sacré protégé par la foi, la peur et une ingénierie magistrale. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas que l'histoire recèle plus de secrets que nous ne pouvons jamais l'imaginer. Restez curieux, restez en sécurité et continuez à explorer les histoires inédites qui se cachent juste sous la surface.